Bien, bonjour à tous et à toutes et à tous. Un grand merci donc pour votre présence sur cet atelier sur la messagerie sécurisée. Donc atelier qui nous a semblé important d'organiser l'Université d'été de la e-santé et également Platine suite aux différents échanges que l'on a pu avoir dans notre activité avec des professionnels de santé, des établissements de santé qui se posaient beaucoup de questions sur justement cette messagerie sécurisée. Donc une multitude de messageries sécurisées peut-être dans le panel, pas forcément clair qui fait quoi. Et donc c'était l'objectif de l'organisation de cet atelier, c'est d'essayer d'y voir plus clair au niveau national et également au niveau régional. Donc pour répondre donc à ces différentes questions, donc on a le plaisir d'accueillir monsieur Elie Lobel, qui est directeur du pôle projet coordination des soins donc à la ZIP Santé. Donc un grand merci de venir de Paris pour nous faire cette présentation. On a monsieur Laurent Duguay, donc, qui est chef de projet des systèmes d'information partagés au GCS Télésanté, le GCS Télésanté qui est un acteur incontournable du milieu de la e-santé en région Midi-Pyrénées que les initiés connaissent bien. Et donc monsieur Eric Messer qui est chef de projet donc Medimail pour le MIPI donc qui veut dire Midi Picardie informatique et hospitalière et informatique hospitalière. Donc comment va se passer en fait cet atelier? Donc vous allez avoir une présentation donc de nos trois intervenants qui va durer à peu près 15 minutes. Et après, l'idée, c'est que ce soit véritablement un échange avec la salle, qu'il y ait des questions qui soient posées aux interlocuteurs. Donc on va se laisser à peu près une dizaine de minutes pour échanger, pour poser des questions. Voilà, je vous souhaite un excellent atelier. Et donc je donne la parole donc à monsieur Elie Lobel. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je vais vous parler du système de messagerie sécurisée pour les professionnels de santé que promeut la ZIP Santé, donc, dont je fais partie. Alors, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, la ZIP Santé est une agence du ministère de la Santé en charge de favoriser le développement de la e-santé en France. On pourrait dire d'aider les professionnels de santé à entrer de plein pied dans l'ère numérique. On le fait à travers deux types d'actions. Le premier type d'action, c'est de publier un certain nombre de référentiels qui permettent à l'ensemble des acteurs du monde de la e-santé de fonctionner de façon structurée, donc des référentiels dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'interopérabilité, et aussi ce qui concerne l'instruction des dossiers pour l'agrément hébergeur de données de santé. Et on a un deuxième type d'action qui est de mettre en place un certain nombre d'infrastructures nationales. Alors en particulier la carte de professionnels de santé, la carte CPS, qui sert aux professionnels de santé de carte d'identité électronique, en quelque sorte, qui leur permet de s'authentifier et de s'identifier dans l'espace e-santé. Et on pilote techniquement le dossier médical personnel et la messagerie sécurisée de santé dont je vais vous parler maintenant. Alors pourquoi s'est-on penché sur ce sujet de la messagerie sécurisée de santé? En fait, on est parti d'un constat qui existe depuis plusieurs années, que aujourd'hui les échanges de données dans le monde de la santé se font soit sous forme traditionnelle, coup de téléphone, courrier évidemment, courrier papier, et que la dématérialisation est en route dans ce secteur avec un certain nombre de messageries sécurisées qui se sont développées, mais en petit nombre. On a fait un inventaire du nombre d'utilisateurs de messageries sécurisées de santé en France et on en a à peu près 60 000. Et il s'agit de plusieurs messageries sécurisées de santé différentes qui ne sont pas forcément interopérables les unes avec les autres. Donc si vous êtes chez l'un, vous ne pouvez pas forcément communiquer avec un autre utilisateur qui serait chez un autre fournisseur de messagerie. Et donc d'une part, il y avait ce constat d'absence d'interopérabilité entre ces différentes initiatives de messagerie sécurisée de santé, et puis surtout un constat qu'on couvrait un extrêmement faible pourcentage des professionnels de santé, et que quand on commence à creuser, on s'aperçoit que beaucoup de professionnels de santé utilisent des moyens
dématérialiser, d'échanger des données, mais qui ne sont pas du tout sécurisées et que les données de santé circulent sur des messageries grand public de type Gmail, Yahoo, j'en passe et des meilleurs, et qu'évidemment cette situation n'était pas du tout satisfaisante. Alors non seulement elle n'est pas satisfaisante en termes de sécurité des données de santé, mais en plus elle est aussi pas satisfaisante en termes de respect d'un certain nombre de règles qui s'appliquent en France à ces sujets. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ces articles de loi, et je ne suis pas juriste moi-même, donc je ne suis pas le plus expert sur ces sujets, mais les grands éléments qu'il faut que vous ayez en tête, c'est tout d'abord évidemment la loi informatique et liberté avec la CNIL que vous connaissez tous, l'article L1110-4 du Code de santé publique qui dit que l'authentification des professionnels de santé dans cet espace e-santé doit se faire par une carte de type carte CPS ou un dispositif équivalent, donc en tout cas un moyen d'authentification forte. Le L1111-8 qui justement dit que les données de santé doivent être hébergées dans un cadre précis qui est le cadre des hébergeurs de données de santé. Et puis aussi, on y reviendra, il y a quelque chose de relativement récent autour des expérimentations PAERPA, qui sont les personnes âgées en risque de perte d'autonomie, qui ouvre un champ intéressant qui est la possibilité d'échanger des données de santé, pas uniquement entre professionnels de santé, mais aussi entre professionnels de santé et professionnels, on va dire, de la sphère médico-sociale qui participent à la prise en charge des patients. Et donc, ça aussi, c'est un élément important à prendre en compte dans le contexte d'échange de données autour du patient. Alors, on a travaillé aussi avec la CNIL sur ce sujet, et donc la CNIL est en train de finaliser les travaux autour d'une ce qu'on appelle une demande d'autorisation unique qui définit un certain nombre de règles du jeu que doit respecter tout professionnel de santé ou tout établissement de santé qui souhaite pouvoir échanger des données de santé de façon dématérialisée, qui d'une part permet de fixer un cadre homogène de ce que doit être un service de messagerie sécurisé qui permet d'échanger des données de santé, et en plus l'avantage de cette demande d'autorisation unique que la CNIL est en train de mettre en place, c'est que d'un point de vue démarche administrative, c'est une simplification importante. Donc on voit que voilà, on a un ensemble de briques, un ensemble maintenant d'éléments juridiques et d'outils fournis par la CNIL qui permettent d'avancer vers un espace beaucoup plus ouvert et beaucoup plus large de messagerie sécurisée de santé. Donc c'est là-dessus que la ZIP Santé travaille. Et donc ce schéma résume un petit peu l'espace de confiance des messageries sécurisées de santé tel que la ZIP Santé le promeut. En fait, il s'agit bien d'un espace de confiance dans lequel, en fait, vous voyez représenté sur ce schéma plusieurs types d'opérateurs. Donc, ce n'est pas un opérateur unique de messagerie sécurisée, on est comme dans la vraie vie, où vous pouvez avoir votre messagerie, l'un chez Gmail, l'autre chez La Poste, un troisième chez Yahoo, et vous savez échanger des mails avec n'importe quel autre possesseur d'une boîte aux lettres, sous réserve que vous connaissiez évidemment son adresse mail. Donc le principe de l'espace de confiance des messageries sécurisées de santé, il est identique à ce que je viens de vous décrire, avec des règles du jeu supplémentaires qui permettent d'assurer l'étanchéité et la sécurisation de ces données de santé. Donc ces règles du jeu supplémentaires, c'est que les échanges de données de santé ne se font qu'à l'intérieur de cet espace de confiance entre opérateurs qui sont homologués pour avoir intégré cet espace de confiance, donc qui se sont engagés à respecter un certain nombre de règles du jeu. Donc on est dans un espace, en tout cas un espace qu'on pourrait dire fermé, une communauté fermée d'opérateurs de messagerie qui fournissent un service à leurs utilisateurs. La deuxième règle du jeu, c'est que ces opérateurs ne peuvent ouvrir des comptes de messagerie qu'à des utilisateurs qui sont dûment habilités à échanger des données de santé, donc principalement des professionnels de santé, mais on a vu que dans le cadre des expérimentations PAERPA, ça peut s'élargir. Et par ailleurs, ils doivent inscrire leurs utilisateurs dans un annuaire national. Donc ça, c'est extrêmement utile en pratique, parce que ça veut dire que
si je suis un professionnel de santé et que j'ai besoin d'écrire à mon collègue à l'autre bout de la France, parce que par exemple le patient part en vacances dans le sud de la France, et donc je voudrais lui envoyer des informations dont il a besoin, je ne connais pas nécessairement son adresse, mais je vais pouvoir le retrouver dans l'annuaire avec son nom, son prénom, sa ville. Donc j'ai un annuaire national qui me permet d'avoir la totalité des possesseurs de boîtes aux lettres de messagerie sécurisée dans cet annuaire et que je peux retrouver. Comme je l'ai dit, l'espace est étanche. Ça veut dire que si quelqu'un essaye d'écrire à cette adresse que je viens de trouver depuis une boîte aux lettres Gmail, ça ne rentrera pas. Et si moi j'essaye d'écrire depuis cet espace sécurisé vers une boîte aux lettres Yahoo, ça ne marchera pas non plus. Et enfin, il y a une troisième règle du jeu qui sont que les messages doivent circuler. C'est ce que vous voyez avec les flèches bleues, dans des canaux qui sont des canaux sécurisés, avec une authentification entre les opérateurs qui se fait avec des certificats délivrés par l'autorité de confiance régalienne dans le monde, dans la sphère e-santé en France, c'est-à-dire la ZIP Santé. Donc voilà, on a un système qui fonctionne suivant des règles techniques qui sont des règles classiques pour les messageries, mais avec quelques règles du jeu supplémentaires qui en assurent la sécurité, l'étanchéité et une certaine forme d'universalité grâce à l'annuaire. Alors, on a mis en place, on a démarré opérationnellement ce projet depuis juin 2013 et on a commencé à travailler avec des établissements pilotes qui rejoignent l'espace de confiance depuis le mois de janvier 2014. Et donc, on a présenté déjà l'avancée de ces travaux au cours du salon HIT à Paris au mois de mai. Et donc, aujourd'hui, on a 15 établissements de santé qui ont rejoint cet espace de confiance, qui techniquement sont en capacité donc d'échanger des données de santé. Et donc, pour pouvoir passer en phase opérationnelle, il nous manque la dernière brique, c'est ce que je vous ai dit, avec la simplification administrative, avec la demande d'autorisation unique. La CNIL a délibéré sur le sujet, donc on attend que ce soit officialisé et mis en œuvre d'un point de vue pratique pour qu'on puisse passer à la phase opérationnelle. Donc, techniquement, tout est prêt pour ces 15 établissements, enfin pour 14 des 15, tout est prêt techniquement. Et dès que la partie CNIL sera mise en œuvre, on pourra passer à la phase de déploiement opérationnel dans le cadre de l'espace de confiance autour de la messagerie sécurisée de santé. Par ailleurs, la ZIP Santé donc, joue le rôle de régulateur de cet espace de confiance, mais joue aussi un rôle particulier qui est d'être un des opérateurs au sein de cet espace de confiance. Et en fait, on a démarré un premier service de messagerie sécurisée dans le cadre de cet espace de confiance au mois de juin 2013, en partenariat avec les 7 ordres professionnels. Donc, c'est un projet qu'on mène en partenariat avec les 7 ordres professionnels et qui permet d'offrir un service de messagerie sécurisée à tout professionnel de santé équipé d'une carte CPS, et c'est un service, on va dire, un petit peu minimum de base, mais qui permet d'initier le processus et de permettre une entrée dans la messagerie sécurisée facile et relativement simple pour ces premiers professionnels de santé. Donc aujourd'hui, le service est accessible uniquement à travers une interface webmail et on est en train de finaliser les travaux pour fournir un accès à cette messagerie sécurisée de l'opérateur Azip Santé via un smartphone ou un device mobile de type tablette. Et j'y reviendrai parce que ça, c'est un des éléments intéressants et nouveaux qui a été apporté par la messagerie sécurisée de santé telle qu'on la promeut. Donc, au niveau du service, donc, je passe rapidement, mais vous êtes un professionnel de santé, donc vous allez pouvoir, sur le service de la ZIP Santé, ouvrir une adresse. Alors, si vous êtes, par exemple, chirurgien-dentiste, ce sera votre prénom, point, nom, @chirurgien-dentiste.mssanté.fr ou infirmier, master kinésithérapeute, médecin, etc. Et donc, ce que vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez très bien sur la diapositive, c'est qu'il y a 2 éléments particuliers. Vous pouvez signifier que vous ne souhaitez plus recevoir par courrier papier les éléments reçus par voie électronique. Et donc là, on entre vraiment dans une ère de dématérialisation qui intéresse énormément, alors je pense qu'on en reparlera, les établissements de santé, parce qu'effectivement, ça leur permet d'envoyer les comptes rendus, par exemple, d'hospitalisation aux médecins correspondants par voie dématérialisée et d'économiser toute l'impression, la mise sous pli, l'enveloppe, le timbre, la manutention, etc.
Le point que je voudrais souligner, c'est que MS Santé marque une étape importante dans la reconnaissance de dispositifs équivalents à la CPS. Et effectivement, la CNIL a reconnu dans sa délibération d'avril 2013 que le système qu'on propose alternatif à la carte CPS pour s'authentifier sur la messagerie sécurisée, qui est un système par identifiant, mot de passe et code d'accès à usage unique. Donc c'est quoi un code d'accès à usage unique? C'est un code que vous allez recevoir par exemple sur votre téléphone mobile. Pour ceux qui payent en ligne avec des cartes bancaires, je pense que vous êtes relativement habitués maintenant. Vous recevez ces codes-là qu'on vous demande de saisir dans les interfaces. Donc là, c'est le même principe. Vous allez recevoir un code qui va être valable quelques minutes et qui, en plus de votre identifiant et votre mot de passe, vous permet de rentrer sur la messagerie sécurisée de santé. Donc la première fois, quand le professionnel de santé crée sa boîte aux lettres, là, on ne le connaît pas. Donc à ce moment-là, pour la première fois, on a besoin qu'il nous présente sa carte CPS. Mais une fois qu'il a fait cet enrôlement, les fois suivantes, il peut s'authentifier uniquement par identifiant, mot de passe, code d'accès à usage unique. Et on utilise ce système-là de façon un petit peu particulière à travers ce qu'on appelle techniquement du push OTP. Je ne rentre pas dans les détails là maintenant. S'il y a des questions, je pourrais répondre. Pour développer l'accès en mobilité à la messagerie sécurisée de santé. Combien de temps il me reste? 5 minutes, d'accord, très bien. Donc juste, je profite de ces 5 minutes qui me restent pour vous parler de l'accès en mobilité aux services de messagerie sécurisée de santé. Donc c'est évidemment pour l'ASIP Santé un enjeu très important que la mobilité, parce que en termes d'usage, c'est évidemment un besoin fondamental pour de nombreux professionnels de santé, que ce soit à titre professionnel, et puis aussi maintenant on a pris, pour tous ceux qui utilisent des messageries à des fins personnelles ou à des fins professionnelles, on a pris l'habitude de pouvoir accéder extrêmement facilement et à tout moment via des dispositifs mobiles à ces messages. Et c'était un enjeu pour l'ASIP Santé, puisque évidemment, à la base, l'authentification par carte CPS, si vous essayez de vous authentifier par carte CPS sur un dispositif mobile, ce n'est pas vraiment la chose la plus simple et la plus naturelle qui soit. Donc il y avait un enjeu à trouver une solution technologique qui permette de fonctionner même en situation de mobilité. Donc c'est le travail qu'on a réalisé, qu'on est en train de finaliser et qui sera mis à disposition des professionnels de santé sur les stores à partir du mois de septembre. Et donc là, je vous ai présenté quelques captures d'écran pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc en fait, il y a deux phases. Il y a une phase d'enrôlement. La première fois que vous allez vouloir apparier votre dispositif mobile avec votre compte de messagerie sécurisée. Donc là, on parle d'un professionnel de santé qui est déjà allé sur le portail pour créer son compte de messagerie. Donc il a déjà présenté sa carte CPS avec un lecteur de cartes sur son ordinateur de bureau, de façon à ce qu'on ait pu l'authentifier, l'identifier pour cette création de boîte aux lettres et donc lui fournir un compte de messagerie. Et donc maintenant, il a son compte de messagerie et il voudrait pouvoir consulter ses messages ou envoyer des messages depuis un dispositif mobile. Donc il y a une première phase qui est la phase où je vais enrôler ce dispositif mobile, c'est-à-dire je vais apparier mon smartphone, ma tablette, avec mon compte de messagerie qui est maintenant créé. Donc là, vous voyez les étapes. Et en fait, l'étape clé, c'est cette étape où sur le portail donc, que vous voyez à gauche, je vais demander à apparier mon dispositif mobile. Donc vous allez avoir un QR code qui va contenir une information spécifique qui va permettre l'appariement de mon device mobile avec mon compte de messagerie. Donc je vais photographier tout simplement le QR code qui s'affiche sur l'écran de mon ordinateur de bureau avec mon device mobile. Et donc ça permet au système de messagerie sécurisée de savoir que ce device mobile qui vient de flasher ce QR code qui n'est valable que quelques minutes est le device mobile qui appartient à cet utilisateur du compte de messagerie sécurisé. Donc c'est cette simultanéité qui permet au système d'apparier correctement ce device mobile-là avec ce compte de messagerie. Et donc après, je définis aussi un code pour protéger l'accès à mon application mobile. Hein, si jamais je perdais mon téléphone ou ma tablette, si je le perds ou si je me le fais faucher, l'accès à l'application. Donc évidemment, il faut télécharger une application. Hein, j'ai oublié de le dire, mais vous devez commencer par télécharger l'application sur votre appareil mobile. Donc si quelqu'un trouvait mon appareil mobile, il n'aura pas le je connais, qui est le mot de passe que je définis au moment de cette phase de l'enrôlement. Et ensuite, les fois suivantes, quand je vais vouloir
accéder à ma messagerie depuis mon dispositif mobile, j'ouvre l'application, je saisis mon mot de passe qui est le je connais, et en fait à ce moment-là il se passe quelque chose qui est transparent pour l'utilisateur, qu'il ne voit pas, qui est que le serveur de messagerie envoie un OTP à l'appareil qui s'était enrôlé quand j'ai fait l'enrôlement. Donc si j'ai fait l'enrôlement il y a 6 mois, il va envoyer un OTP à l'appareil qui s'était enrôlé il y a 6 mois pour s'assurer qu'ensuite l'appareil qui reçoit cet OTP est capable de me le renvoyer, et donc que j'ai bien le « je possède l'appareil qui s'est enrôlé il y a 6 mois ». Et donc il y a bien le « je connais » là, le mot de passe. Je possède l'appareil qui s'est enrôlé au moment où j'ai fait l'enrôlement, et c'est grâce à cette double authentification que l'accès à la messagerie est possible. Et donc là, après, il n'y a plus rien de spectaculaire. Vous tombez sur une interface de messagerie, tout ce qu'il y a de plus classique. Et évidemment, on a développé, donc c'est ce que vous voyez en bas à droite, la possibilité de prendre des photos de manière native depuis l'application et de les insérer dans les messages. L'idée étant par exemple dans des situations de mobilité, en dermatologie, en télédermatologie, ça peut être très intéressant de pouvoir prendre une photo en temps réel, de l'envoyer à un expert par messagerie sécurisée pour avoir un avis sur la conduite à tenir vis-à-vis d'une plaie. Mais c'est un exemple parmi d'autres de ce qu'il est possible de faire avec ce type d'outil. Donc ce schéma, je n'insiste pas, mais ça vous redonne, on va dire, la cinématique qui permet l'authentification en mobilité de façon sécurisée et relativement transparente pour l'utilisateur. Et en synthèse et en conclusion, donc, le système MS Santé, c'est un système de messagerie sécurisée au pluriel, puisque c'est pas un seul opérateur, mais c'est bien multi-opérateur et dédié à l'ensemble des professionnels de santé, voire même un petit peu plus large dans le cadre des expérimentations PAERPA. Ça permet aux professionnels de santé d'échanger des données de santé à caractère personnel dans le respect du droit du patient et dans le respect de ses obligations à titre professionnel, où il a une obligation de protéger les données de son patient. C'est interopérable, donc les différents opérateurs de messagerie, quel que soit votre opérateur, vous saurez envoyer un message à un autre utilisateur de l'espace de confiance, avec cet annuaire national qui vous permet de le retrouver. Et enfin, un service gratuit avec une appli mobile sécurisée qui sera disponible pour les professionnels de santé qui seraient dans la salle sur les stores Android et Apple à partir du mois de septembre. Et je vous remercie. Merci Monsieur Lobel pour cette présentation extrêmement claire et je pense extrêmement utile. Donc je donne maintenant la parole à Monsieur Laurent Duguet, donc du GCS Télésanté Midi-Pyrénées. Je vous remercie. Alors juste le temps de lancer la bonne présentation. Voilà, donc très rapidement une présentation aussi du GCS Télésanté Midi-Pyrénées. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc nous sommes en fait maîtrise d'ouvrage de l'ARS pour la mise en place de l'espace numérique de santé en région. Et l'ARS nous a confié comme mission fin 2012 de déployer en masse à l'ensemble des acteurs de la région, des professionnels de santé, une messagerie sécurisée. Donc vous verrez les articulations avec MS Santé. Je vous propose donc dans le déroulé de faire un rappel sur le contexte, les objectifs qui nous avaient été assignés, de vous évoquer la stratégie de déploiement que l'on a mise en œuvre et qui est affinée régulièrement. Un point ensuite sur les indicateurs. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 18 mois de la signature de la convention avec notre maître d'œuvre, le MIPI, qui interviendra ensuite, où je ferai un zoom donc sur les évolutions au cours des mois, suivi d'une analyse territoriale, un zoom sur les bassins, puis enfin une activité au niveau des structures majeures. Après, je prendrai un moment, c'est une phase importante, dans comment mener un projet en fait, de déploiement de messagerie sécurisée dans un établissement de santé. Donc aujourd'hui, on a un retour d'expérience, je pense, suffisant pour avoir identifié les différentes phases d'accompagnement, les écueils, les risques que j'essaierai de vous présenter. Après quoi, je vous parlerai également d'une opération que l'on a menée auprès de plusieurs milliers de médecins récemment, puisqu'il ne suffit pas de mettre en place une messagerie, il faut également avoir des correspondants pour pouvoir échanger entre eux. Je vous présenterai donc par la suite les éléments que l'on a mis à disposition, de professionnels de santé libéraux, pour les aider à mettre en œuvre la messagerie.
D'autres pistes d'accompagnement, parce qu'il n'y a pas que les établissements et les médecins, il y a le médico-social, il y a d'autres, il y a les réseaux de santé, je les détaillerai. Après quoi, je ferai de mon mieux, en tout cas, le pont entre l'exposé d'Élie Lobel et d'Éric Mézère pour montrer comment en fait on se dirige avec le projet que nous avons mené vers l'espace de confiance commun MS Santé, et puis quelles sont nos perspectives pour les mois et probablement années à venir. Donc, pour situer le contexte, comme je vous le disais, c'est l'ARS qui nous a confié cette mission pour en fait, améliorer la qualité de la coordination des soins. Le principal enjeu étant que les professionnels de santé se plaignaient souvent d'avoir le patient et de ne pas avoir les éléments de compte rendu de prise en charge à temps pour une bonne prise en charge. Donc l'objectif, c'était de permettre à l'ensemble de nos structures adhérentes du GCS, donc à peu près l'ensemble des établissements publics de la région, les privés, réseaux de professionnels de santé libéraux, que ce soit les médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens, orthophonistes, je vais en oublier forcément. Voilà, donc pour cela nous avons retenu une solution, non pas par le fruit du hasard, mais parce qu'en fait une expérimentation et une mise en œuvre a été faite sous l'impulsion de l'RPS médecin à partir de 2008, ainsi que le CHIC de Castres-Mazamet. Donc nous sommes bien sur le territoire d'expérimentation et du premier démarrage de la messagerie sécurisée en région, qui dès 2008 donc, avait lancé déjà ce projet. Donc nous partions déjà sur une solution qui était éprouvée, portée et approuvée par l'RPS médecin, et depuis donc, nous l'avons impulsé et généralisé à l'ensemble des autres acteurs. Le nota bene a son importance, puisqu'au moment où nous démarrions ce projet, le projet national était également initié, et donc il était important pour nous dès le début, et c'est même inscrit dans la convention avec notre maître d'œuvre, le projet régional devait s'inscrire dans une logique de convergence avec le projet national porté par la ZIP Santé. Voilà, c'était pour nous un prérequis. Alors notre stratégie, ce n'est pas la révolution, on s'est inspiré aussi de la stratégie qu'on a employée puisqu'on déploie également le DMP, puisque Midi-Pyrénées est une des régions pilotes. Et donc les établissements de santé sont des fournisseurs de contenu. Donc on a pris la même logique en disant on va d'abord communiquer de façon à solliciter les établissements pour mettre en œuvre les messageries, puisque ce sont eux qui envoient les comptes rendus. Donc avec la fameuse dynamique hôpital-ville, même ville-hôpital-ville, donc ça c'est une terminologie des bassins d'expérimentation de santé, puisqu'il y a également des allers-retours entre la ville et l'hôpital. On a également fait un travail avec l'ARS, puisqu'il y avait un certain nombre de bassins en région qui menaient des expérimentations pour travailler sur de nouveaux outils et de nouveaux contenus, dont la messagerie sécurisée était un des vecteurs qui avait été identifié. Donc ça a été pour nous l'opportunité de travailler avec ces équipes d'expérimentateurs qui étaient composées donc de médecins libéraux, d'infirmiers, de représentants de médecins hospitaliers, de façon à, avant de généraliser, mettre en place des modèles d'accompagnement et de méthodologie projet. Le projet PRPA également, puisque Midi-Pyrénées a été retenu pour ce projet. Et les outils d'échange et de partage donc, sont des éléments essentiels et constitutifs de ce projet. Et donc nous sommes tout particulièrement vigilants avec les établissements et acteurs de ce territoire. Alors quelques évolutions d'indicateurs, sans vouloir vous assommer avec les chiffres, c'est pour vous montrer l'accélération et l'évolution entre une année, on va dire, de mise en place. Nous avons élaboré nos outils, nos éléments de communication, de promotion. Il faut savoir que nous sommes partis quasiment de zéro au niveau de la région. Donc nous avions fait un bilan à décembre 2013. À ce moment-là, nous avions envoyé sur l'année, il y avait un peu plus de 24 000 messages qui avaient été envoyés. On avait dans l'annuaire régional 2385 comptes validés. Alors validés signifie utilisés. Donc, dont 1500 chez les libéraux et 853 en établissement, et 45 structures opérationnelles. Opérationnelles dans le sens où ils sont capables d'envoyer, de recevoir des messages sécurisés. On verra plus tard qu'il faudra faire la distinction. Il y a différents niveaux d'intégration et de maturité dans les établissements. Mais voilà, donc on était à cette photographie au mois de décembre. Passé 5 mois depuis janvier, on a une nette accélération dans le déploiement. Aujourd'hui, donc, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de vous faire les indicateurs du mois de juin, donc ce sont les chiffres du mois de mai.
Donc il y a eu 36 000 messages envoyés sur les 5 premiers mois, donc soit une croissance de 47%, ce qui est considérable. Bon, à peu près un peu plus en réception, puisqu'on peut effectivement envoyer des copies carbone sécurisées. En nombre de comptes validés, également une forte augmentation, puisqu'on a doublé le nombre d'utilisateurs de la messagerie, avec quasiment 3300 libéraux et 1500 comptes en établissement. Et puis une soixantaine de structures opérationnelles. Et au moment où je vous parle, j'ai fait quand même un petit inventaire avant de venir, on est aujourd'hui à peu près 90 structures en région qui font de la messagerie sécurisée. Donc c'est une véritable explosion. On a atteint un seuil qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on vient davantage nous solliciter pour mettre en place la messagerie que nous en faire la promotion, en faire la connaissance. On a vraiment une réelle bascule là, depuis ce premier semestre. Donc pour symboliser un petit peu, parce qu'un dessin est toujours très, très évocateur, pour vous refaire un petit peu la ligne du temps depuis le démarrage du projet en janvier 2013, date de la signature de la convention avec le MIPI. Donc voilà, il y avait un niveau d'activité en région qui était de l'ordre de 1800 messages qui étaient envoyés, principalement impulsés, alimentés par le CHIC de Castres-Mazamet. Donc nous avons eu à peu près 6 mois de mise en œuvre, on a envoyé la communication, on a constitué nos outils, on a beaucoup travaillé avec le MIPI également pour industrialiser la solution, avoir des outils de pilotage, recruter également pour que nos équipes puissent suivre la cadence. Et nous avons eu donc les premiers démarrages à la rentrée 2013. Et depuis, le mouvement n'a fait que croître et s'accélérer. Et tout particulièrement donc, au mois d'avril et au mois de mai, puisque vous voyez qu'il y a une montée en flèche spectaculaire, qui est directement liée en fait, au démarrage du CHU de Toulouse. Donc tout de suite, les volumes prennent une autre importance. Et également dans un autre établissement important qui est le Chiva, Val d'Ariège à Foix, qui est entré en pleine production d'envoi automatisé en masse de ces comptes rendus. Donc voilà, là on était à 16 250 messages envoyés au mois de mai. J'ai rapidement regardé, là on est quasiment à 20 000 messages envoyés par mois, donc le mois passé. Donc on a vraiment une forte croissance. Rapidement, donc pour vous montrer l'évolution de la répartition des envois dans les territoires, lorsque nous avons démarré le projet en 2013, on voyait que le Tarn était dominant avec 47%. En Aveyron, on avait également une activité par quelques cabinets de spécialistes qui envoyaient des comptes rendus. Et puis voilà, les autres territoires qui démarraient tout doucement. Au mois d'avril 2014, on voyait que déjà la répartition changeait. La Haute-Garonne commençait à se mettre en ordre de marche, ainsi que l'Ariège. Le Tarn, donc, qui représentait à ce moment-là une trentaine de %. Et puis dès le mois de mai, et là j'ai distingué volontairement les envois et les réceptions, on voit que la Haute-Garonne, avec en particulier le CHU, est fournisseur de 63% des messages envoyés. Et qu'en réception, on voit bien que voilà, les territoires en fait, sont alimentés par le CHU, puisqu'on a des territoires où il y avait assez peu d'activités, comme Haute-Pyrénées et le Gers, et qui donc, en termes de réception, donc essentiellement de médecins libéraux, se mettent à utiliser la messagerie sécurisée. Rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les chiffres, rassurez-vous. C'est juste pour vous montrer une autre façon de lire la répartition entre les envois et les réceptions et l'évolution au fil des mois. Donc là, la grande flèche bleue que l'on voit, voilà, c'est le démarrage du CHU. Et on voit en contrepartie que dans les réceptions, pareil, on a des pics sur des départements où il y avait une faible activité et qui, quelque part, se réveillent en fait, au niveau de l'usage. Voilà. Et y compris donc au niveau de l'Ariège, ici, avec le démarrage du Chiva, et le Tarn, qui est un peu le territoire historique, hein, qui maintient sa cadence. Une autre représentation avec des couleurs, donc comme ça vous avez une géographie de la région, où on retrouve ici avec Albi et Castres, on va dire le territoire historique. Au niveau de Rodez également, il y a pas mal d'activités au niveau des libéraux et des cabinets spécialistes. Ici, donc Toulouse, hein, Muret et les bassins donc avoisinants. Et ici, Foix, avec le Chiva qui se met en ordre de marche. Au niveau de Auch, chez Montauban, Cahors et Saint-Céré également, voilà un début d'activité. Très prochainement, ces territoires-là vont passer dans le orange, voire rouge, je pense d'ici la fin de l'année.
Alors voilà une représentation et un classement. Bon, il n'y a pas de concours, mais c'est toujours intéressant de voir comment se situe chacun des établissements, chacun ayant son histoire et ses particularités. Et on se rend compte qu'en fait, dans les établissements qui se détachent en termes de volume, on retrouve déjà les établissements qui nous avaient aidés dans la phase pilote, mais surtout ceux qui ont réussi à intégrer la messagerie dans leur dossier patient informatisé avec des envois automatisés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune manipulation supplémentaire réalisée par les secrétariats, c'est entièrement envoyé automatiquement. Donc c'est un travail de longue haleine. Pour le CHU, c'est un travail de 18 mois, de mise au point, je vous détaillerai un petit peu plus tard les différents chantiers, mais il faut savoir que c'est un travail qui est très long pour faire une intégration automatisée dans les DPI. Et les autres établissements que l'on trouve sur cette partie-là en font un usage intégré à leur bureautique, où c'est de l'envoi point à point, mais où c'est le secrétariat qui doit aller chercher les éléments. Donc il y a des manipulations, ce qui explique qu'on a vraiment une différenciation entre ces deux natures d'établissements. Alors maintenant, pour ce qui concerne les caractéristiques d'un accompagnement d'un projet de mise en œuvre de la messagerie en établissement, alors au début, ce projet est perçu comme étant relativement simple à mettre en œuvre parce que tout le monde associe la messagerie comme étant mettre en place la bureautique ou du Outlook. Très vite, quand on commence à tirer les fils de la pelote, on se rend compte que cela pose des tas de questions sur le workflow, la dématérialisation, la signature, les organisations, l'intégration au système. En fait, c'est un sujet qui est beaucoup plus structurant et chronophage qu'il n'y paraît. Donc maintenant, on est très vigilant, on essaie de prévenir au mieux les directions et les équipes des DSI. C'est un projet qui demande du temps, de la constitution d'une équipe et de faire un point. Nous, les établissements que l'on suit, c'est au moins une demi-journée par semaine pour une mise en œuvre et un déploiement régulier. Donc c'est un travail de fond et trop d'établissements ont tendance effectivement à le prendre comme étant une mise en œuvre d'un outil bureautique comme un autre. Donc, nous, ce qu'on propose au niveau du GCS, c'est d'aider les équipes pour élaborer le plan projet. Donc, on a un plan projet type que l'on adapte à la situation de l'établissement. On prépare également les éléments de communication, on cartographie les systèmes d'information. Ensuite, on a un suivi du processus de mise en œuvre technique avec le MIPI, parce que les solutions ne sont pas clés en main, elles doivent s'adapter au SIH des différents éditeurs industriels, les EAI, enfin, je vous passe les détails techniques, mais il ne manque pas pour rendre la tâche complexe. Après, nous intervenons aussi, il faut faire beaucoup de communication, de pédagogie au niveau des instances dirigeantes, donc on fait pas mal d'interventions en CME. Si vous n'avez pas l'aval de la CME, ce n'est pas la peine d'essayer d'aller plus loin. Donc il faut absolument que la communauté médicale soit consciente des enjeux et soit partie prenante dans le projet. Et puis donc on assiste au choix technique, à la mise au point de la solution, parfois sur mesure, avec des développements où on est en relation directe avec les éditeurs, comme McKesson, ACFA ou autres, de façon à vraiment trouver les bonnes articulations techniques avec la solution de messagerie sécurisée. On donne également des conseils juridiques et réglementaires, parce que Lobel vous a parlé de toutes les contraintes au niveau réglementaire et CNIL. Donc là, voilà aussi un pan à ne pas négliger. Donc il y a des éléments de communication à faire auprès du patient, des déclarations à faire, et puis toutes sortes de démarches pour se rendre conforme en fait, à l'utilisation de la messagerie, qui reste un outil sensible en termes d'utilisation d'informations personnelles. Et puis, le dernier pan, mais qui est sûrement celui sur lequel il faut vraiment se concentrer, c'est la communication. Donc, quelques établissements sont partis billes en tête, ont très vite passé les phases techniques et de mise en œuvre, et puis se sont retrouvés en panne, parce qu'en fait, ils n'en avaient parlé à personne, que ce soit en interne ou en externe. Et donc, c'est un projet, il faut énormément communiquer, tout azimut, sur tous médias. Donc pour cela, voilà, on insiste également beaucoup. On a des plans de communication, on a des éléments support. Cela demande de la pédagogie et beaucoup d'accompagnement. Passer l'étape technique. Oula, faut que j'accélère alors. Donc rapidement, donc les principaux points durs que l'on a rencontrés dans ces projets, c'était de recruter ou d'enrichir l'annuaire des destinataires. Donc ça, c'est un travail important.
et qui n'est pas naturel dans la plupart des établissements, où il faut identifier les correspondants, les médecins libéraux pour la plupart, de façon à les sensibiliser et à les inciter donc à s'inscrire dans le système, donc avec toutes sortes de démarches de phoning, de communication et de relance. Et puis un autre pan, qui est de gérer la mixité papier dématérialisé dans les établissements. Donc ce n'est pas anodin. On va mener une plus-value qui va être effectivement de pouvoir dématérialiser, donc faire des économies d'affranchissement, mais en contrepartie, ce circuit dématérialisé, il faut pouvoir le gérer également, comme le courrier papier, pour des adresses invalides. Il faut que le système, le tableau de bord puisse également gérer ces doubles circuits. Et ça, ce n'est pas simple non plus, ni immédiat. Donc rapidement, une opération que l'on a menée de février à juin, c'était un travail à l'occasion du démarrage du CHU, sur une base de 3800 médecins. On a donc monté une opération de phoning avec un prestataire, et également des outils dédiés qui ont été développés sur mesure par le MIPI, ce qui a vraiment été un facteur clé de succès. Donc globalement, suite à cette opération, on a pu recruter à peu près 2000 médecins qui ont accepté de fournir leur adresse et d'adhérer au système. Et parmi ces 2000 médecins, 27% ont pour l'instant donné leur accord pour ne plus avoir de courrier papier. Ce chiffre est important pour vous dire qu'en fait, il va falloir que l'on mène régulièrement des campagnes pour inciter au zéro papier. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel, il faut donner confiance. Et petit à petit, on espère faire monter ce ratio. Après, les purs réfractaires, on en a à peu près une dizaine de pourcents. Donc, c'est à peu près ce qu'on constate pour la télétransmission. J'accélère. Les supports aux professionnels de santé libéraux, des outils en ligne de façon à les guider, les prendre en charge. Donc ça, c'est le MIPI, voilà, sur leur site, qui fournit différents outils pour faciliter la communication et le démarrage. Les autres accompagnements, ce sera juste avant ma conclusion. Donc on travaille beaucoup avec les réseaux de santé. Ce sont des nouveaux acteurs qui sont très importants dans la région, avec lesquels on travaille sur le déploiement depuis le début de l'année. Un GIP DOT31 donc, qui est dans le dépistage en fait, du cancer, et qui fait plus de 150 à 300 courriers par jour, donc qui est vraiment un acteur très important. Et puis les maisons et pôles de santé, qui sont des organisations mixtes, libéraux et structures, donc, que l'on accompagne et qui vont être de plus en plus développées. Voilà, donc l'articulation, je la laisserai faire, mais l'idée, effectivement, c'est que nous, notre enjeu, c'est de développer les usages, donc d'avoir un nombre d'inscrits de façon à préparer le fait de rejoindre en fait, l'espace de confiance MS Santé. Et nos perspectives, en fait, c'est de continuer sur cette croissance, donc de faire démarrer les établissements et de continuer à recruter et d'enrichir au niveau des professionnels de santé libéraux. Et puis, voilà, de faire le suivi au niveau de PRPA, des réseaux de santé et autres structures, dont le médico-social, qui est aussi de plus en plus présent avec les MAIA, les CIAD, les EHPAD, qui sont également des acteurs qui se manifestent de plus en plus. Voilà, je vous remercie. Merci Monsieur Duguet pour cette présentation qui nous fait donc un zoom régional avec des chiffres extrêmement précis, et également une identification des freins et des solutions que l'on peut mettre en place pour développer donc la messagerie sécurisée. Le temps presse, donc je donne la parole à Monsieur Messer du MIPI. Bonjour, donc là je vais vous présenter un petit peu le concept de Medimail, son utilisation au niveau des professionnels de santé libéraux, l'intégration au niveau des établissements, et après la convergence vers l'AMS Santé. Donc ça sera très, très visuel. Pour démarrer, juste quelques mots sur le MIPI. Donc le MIPI, on est un groupement d'intérêt public, on a à peu près 460 collaborateurs, le chiffre d'affaires en 2013 était de 57 millions d'euros. On est présent à Toulouse, Amiens, Reims et Bordeaux. On a à peu près 435 adhérents sur la France. Et on a diverses activités au niveau de la paye. Il faut savoir qu'on est aussi hébergeur de données de santé, on est éditeur, diffuseur, on a des services innovants. Et on va retrouver Medimail justement au niveau des services du MIPI. Au niveau de l'historique, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, à l'origine, du point de vue historique, c'était une demande de l'URPS et du CHIC de Castres-Mazamet qui était à l'origine, donc qui avait initié le projet en 2008 et qui a démarré en 2009. Et à partir de septembre 2012, ça a été un choix de l'ARS avec la maîtrise d'ouvrage qui était le GCS Télésanté,
Puis depuis 2014, c'est une nouvelle phase puisqu'on a travaillé en étroite collaboration avec la ZIP Santé pour intégrer l'espace de confiance. Je reviendrai sur la fin dessus. Le principe de fonctionnement de MediMail, c'est là où c'est important. Ce qu'on peut retrouver comme solution sur le marché, c'est quand on a un expéditeur et un destinataire. Souvent, les autres solutions, c'est que l'expéditeur va devoir chiffrer avec un système solution le message au départ et le destinataire va devoir déchiffrer avec le même système quelque chose qui est installé. Au niveau de MediMail, la philosophie est vraiment différente. On a un expéditeur et un destinataire, mais entre les deux, on va mettre en place ce qu'on appelle un coffre-fort numérique, donc qui se trouve au MIPI. Je rappelle qu'on est hébergeur de données de santé, et il va avoir un système de dépôt et de notification. Qu'est-ce qu'on appelle notification? C'est un mail qui va arriver au destinataire, un simple mail qui lui prévient que Dr Untel vous a déposé quelque chose au niveau du coffre-fort. Donc on l'informe, on appelle ça une notification, et il viendra chercher son enveloppe MediMail avec ses pièces jointes au niveau du coffre-fort. De manière un petit peu plus animée, alors voilà comment ça se passe. L'expéditeur décide de déposer ou d'envoyer un message sécurisé à un destinataire. Il va se connecter au niveau du coffre-fort. L'accès se fera, alors si on est dans la philosophie de l'espace de confiance avec une carte CPS, ça sera déposé au niveau du coffre-fort. Une fois que ça sera déposé, l'expéditeur et le destinataire vont recevoir une notification. L'expéditeur, ça sera une preuve de dépôt, comme quoi il a bien déposé l'enveloppe, et le destinataire, comme quoi il y a quelque chose qui lui est destiné. Au niveau du coffre-fort, nous, on assure une notarisation de tous les événements sur l'enveloppe, donc on les garde de manière illimitée. On a la traçabilité complète. Il suffit d'aller sur le coffre-fort pour voir ce qui s'est passé au niveau de l'enveloppe. Et il faut savoir que les messages ne sont gardés que 3 mois, parce qu'on est là pour assurer un échange sécurisé, mais pas pour faire du stockage, dans tous les cas. Une fois que le destinataire a reçu la notification, la personne clique sur le lien, se connecte au coffre-fort, récupère son enveloppe et ses pièces jointes, et bien sûr, le destinataire reçoit une notification comme quoi l'enveloppe a bien été récupérée par son destinataire. Donc voilà un petit peu la philosophie de fonctionnement de MediMail. Pour les professionnels de santé, pour les libéraux, donc on parle de solutions simples et efficaces. Pourquoi? Premièrement, pour les libéraux, aucune installation sur le poste client, on demande de rien installer dessus. Deuxièmement, il n'y a pas de changement de mail. Alors pourquoi il n'y a pas de changement de mail? C'est que la personne reçoit sur son mail, Gmail, Yahoo, etc., la notification. Il ne reçoit pas l'enveloppe, il reçoit la notification qui l'avertit que quelque chose a été déposé dans le coffre-fort et il doit après le chercher au niveau du coffre-fort. Il faut savoir que derrière, mais ça sera transparent pour lui, pour pouvoir communiquer avec l'espace de confiance, il aura un alias avec une adresse mail qui sera reconnue par l'espace de confiance, par la MS Santé. Donc ça sera transparent et c'est cette adresse mail en medimail.mssanté.fr qui sera remontée au niveau de l'annuaire national. Aucune barrière géographique, c'est-à-dire que la personne qui utilise MediMail peut écrire à d'autres professionnels de santé de la région, mais aussi des personnes qui seront dans l'espace de confiance, mais aussi des médecins qui se trouvent à l'autre bout de la France. On n'interdit pas l'utilisation de MediMail au niveau du destinataire. C'est-à-dire qu'on envoie une enveloppe MediMail, le destinataire est toujours en capacité d'aller récupérer. Par contre, il n'est pas certifié, donc il ne va pas pouvoir utiliser MediMail, pas pouvoir faire de nouveaux messages. Pour récupérer, oui, mais pas de nouveaux messages. Il ne peut pas intégrer l'annuaire. Donc on a des niveaux de certification au niveau des utilisateurs de MediMail. Donc au niveau de MediMail, on propose un annuaire, une traçabilité complète des échanges qui sont faits au niveau de l'enveloppe, un horodatage, l'intégrité de l'enveloppe et des pièces jointes. Je reviendrai rapidement dessus, la mobilité, mais on s'est inspiré de ce que fait la ZIP Santé. On a fait exactement la même technologie parce que dès qu'ils ouvrent une porte par rapport à la CNIL, on s'engouffre dedans. Et puis on a travaillé pour être MS Santé compatible, donc on a fait au mois dernier les premiers échanges avec l'espace de confiance avec les équipes de la ZIP Santé. L'interface, quand on est dans le webmail, ça ressemble à une messagerie classique, malgré que ce soit un coffre-fort, ça ressemble à une messagerie avec envoi, réception. Ça a été fait, on va dire, avec des professionnels de santé. Donc l'interface a été travaillée avec des gens du terrain. Donc bien sûr, pour les structures de santé, ce qu'on appelle structure, c'est des réseaux de soins, ça peut être des CHU, des établissements. Il a fallu trouver une solution qui s'intègre mieux à leur organisation. Alors pour ça, on ne peut pas dire vous recevez une notification, cliquez sur le lien, vous allez vous connecter sur le coffre-fort. On a proposé 2 types de solutions qui répondaient à leurs besoins. Premièrement, un usage bureautique, c'est-à-dire comment faire à partir de Outlook pour faire la messagerie sécurisée. Donc on reste dans Outlook et on va pouvoir envoyer des messages sécurisés et les recevoir à partir d'Outlook
avec Medimail derrière, mais que ça soit transparent pour l'utilisateur. Et après, on a aussi proposé des solutions pour intégrer Medimail à un DPI pour faire de l'envoi en masse, sachant que ce travail a déjà été fait avec des solutions comme Orbis, Cortex, Crossway et Medical Object. Pour l'établissement qui décide d'utiliser, qui utilise par exemple une messagerie, par exemple Exchange avec Outlook, il faut savoir que le MIPI propose ce qu'on appelle techniquement une passerelle de messagerie ou un proxy, mais ce proxy n'est pas installé dans l'établissement. Il est au MIPI, il y a juste un certificat à installer et un paramétrage à faire. Donc on n'est pas une solution intrusive. La passerelle reste chez nous, il y a un paramétrage à faire pour dire, dès que c'est sécurisé, il faudra orienter chez nous le message avec un flux sécurisé. Au niveau de l'intégration DPI, on propose 2 solutions pour établissement. Soit l'éditeur souhaite intégrer ce qu'on appelle les web services, appeler directement les fonctionnalités de Medimail, soit on a une solution où le DPI peut créer le compte-rendu hospitalier. Il y a un fichier descripteur ou XML où dedans on va dire qui est l'expéditeur, qui est le destinataire. Souvent, ils sont en capacité de le faire parce qu'ils font souvent du DMP, ils peuvent déjà faire ces types de fichiers. Ils vont les pousser chez nous de manière sécurisée sur un serveur. Et après, derrière, on va les gérer au niveau de Medimail pour les envoyer de manière sécurisée. C'est ce qui a été utilisé, par exemple, comme solution au CHU de Toulouse, la deuxième. Alors, l'espace de confiance de la ZIP. Donc, il faut savoir qu'on a fait des tests avec les équipes de la ZIP Santé. Donc, on a réussi. Ils nous ont envoyé un message à partir de la MS Santé. On a pu communiquer avec un médecin de la MS Santé. On a remonté des comptes au niveau de l'annuaire. On a redescendu l'annuaire. Donc, on a fait les tests. On est en attente, ce qu'on a parlé tout à l'heure, de la feuille de la CNIL, la dernière qui va sortir incessamment sous peu, pour valider complètement et avoir le logo MS compatible comme les autres établissements. Donc on attend de cette feuille pour terminer le processus. Donc Medimail, on a vu qu'on pouvait communiquer via l'espace Medimail le coffre-fort au niveau de l'espace de confiance. Mais alors, on permet aussi, donc ça c'était une demande qui était forte, on l'a vu par exemple au CHU de Toulouse, Medimail autorise, fait du moins la conception de Medimail permet de communiquer avec des sphères qui n'ont pas été prévues au niveau de l'espace de confiance. C'est-à-dire qu'avec Medimail, on échange de manière sécurisée avec l'espace de confiance suivant les exigences qui sont demandées, mais avec Medimail, on peut communiquer avec des sphères comme la maison départementale des personnes handicapées, avec des institutions, avec le conseil régional, avec l'INRA, les psychologues, etc. On peut le faire. Medimail n'interdit pas. C'est au niveau du coffre-fort, on fera une différenciation entre les deux. Mais on est en capacité de dire, nous, on a une solution universelle, c'est-à-dire quels que soient les destinataires, on fera de l'échange sécurisé. Après, ça sera étanche entre les deux sphères, mais on est capable de le faire et Medimail peut permettre de faire ce type d'échange. Un avenir prometteur pour Medimail, on a la solution de mobilité, donc on s'est inspiré de ce que fait la ZIP Santé. C'est la même technologie. Après, dans le plan produit, il faut savoir qu'on est en train de modifier pour envoyer des pièces jointes qui soient 3 fois plus importantes. On devrait monter jusqu'à 20-25 mégas la pièce jointe. Et le temps pour chiffrer va être divisé par 3. Donc c'est notre plan produit. Et on est arrivé à la fin. Je peux récupérer à peu près pour le temps. C'est un petit peu rapide, mais je pense que vous avez à peu près l'idée sur le fonctionnement et l'intégration. Comme ça laisse un petit peu de temps pour les questions, s'il y en a. Merci. Vous avez l'URL si vous voulez plus d'informations sur Medimail. Vous avez beaucoup d'informations sur le site web. Merci beaucoup d'avoir raccourci un peu cette présentation pour qu'on reste dans les délais. Y a-t-il des questions dans la salle ? Je m'interrogeais sur le partage de l'information et les données de santé avec le professionnel non sanitaire, parce que vous évoquiez tous les développements des PAEPA. Et finalement, comment le professionnel qui ne relève pas de la catégorie de professionnel de santé, qui n'a donc pas sa CPS, comment il participe à ces messageries sécurisées, comment il y accède? Merci. Donc c'est effectivement une très bonne question, puisque donc il y a 2 aspects. Il y a un aspect juridique. Donc le texte de loi que j'ai cité tout à l'heure permet d'avoir le fondement juridique qui permet d'échanger des données de santé, d'ailleurs quel que soit le moyen utilisé,
entre ces professionnels qui participent à la prise en charge mais qui ne sont pas des professionnels de santé et des professionnels de santé. D'un point de vue opérationnel, ensuite, effectivement, ces professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé n'ont pas de carte CPS. Donc on a mis en place un dispositif spécifique qui repose sur une notion d'autorité d'enregistrement. Donc en l'occurrence, c'est l'ARS, l'agence régionale, qui va fournir les informations pour permettre la création, qui va permettre de créer la boîte aux lettres de messagerie sécurisée pour le professionnel de santé. Donc on est dans un dispositif, on va dire, un petit peu à part de process de création, où ça passe donc par l'ARS qui fournit les informations, qui joue ce rôle d'autorité d'enregistrement, qui transmet les informations et qui permet la création de la boîte aux lettres. Donc ensuite, on transmet à partir de ces éléments les informations dont le professionnel a besoin pour accéder, pour le coup, uniquement en mode identifiant, mot de passe, code d'accès à usage unique, uniquement ce mode-là. Voilà, à sa boîte aux lettres, et ensuite ça fonctionne de la même façon. Donc techniquement, il y a juste l'étape, on va dire, de création qui est un peu dérogatoire dans ce cadre expérimental. Là où votre question est bonne, mais je passe la parole, c'est si on doit généraliser à des milliers et des milliers de professionnels, effectivement, cette solution dérogatoire serait pas industrialisable simplement. Alors après, au niveau de la région, on travaille effectivement avec l'ARS pour ces mesures dérogatoires, sauf que nous, pour l'instant, on ne passe pas par la case CPS, mais on demande bien à l'ARS de nous valider les identités des professionnels de santé, enfin, dans le cas de PAERPA, que ce soit des assistantes sociales ou diététiciens, enfin ce type de profession. Donc voilà, un certain nombre de professionnels sont mentionnés au niveau de l'ARS, et suite à leur validation, on peut enregistrer, valider leur compte dans le système Medimail. Donc c'est une mode d'organisation pour s'adapter à la situation en région. Ouais. Oui, bonjour, j'ai une question. Je coordonne donc des projets de télémédecine en France, et il y a toujours en fait une question qui se pose concernant le retour des alertes ou l'envoi des alertes aux médecins. Et donc ma question, est-ce que vous travaillez avec les industriels pour que l'on puisse pousser ces alertes et donc les envoyer directement sur cette messagerie sécurisée ? Alors oui, tout à fait. Le principe de l'espace de confiance prévoit en fait trois grands types d'adresses de messagerie. Celle dont moi j'ai parlé, c'est les adresses de messagerie personnelles. Donc vous êtes un professionnel de santé, personne physique, et donc vous pouvez créer une boîte aux lettres qui est de type professionnel de santé, ou en tout cas personne physique. Le système prévoit aussi deux autres types de boîtes aux lettres, ce qu'on appelle des boîtes aux lettres organisationnelles, qui peuvent être utilisées par exemple par un secrétariat, le secrétariat de cardiologie dans un hôpital, sous la responsabilité du responsable de traitement qui est généralement le directeur d'établissement, et aussi des boîtes aux lettres applicatives qui permettent à un automate, donc toujours sous la responsabilité du responsable de traitement, d'envoyer de façon cette fois-ci automatique à travers l'espace de confiance des messages. Donc ce type de solution, on est en train de les mettre en œuvre. Certains des établissements avec lesquels on travaille, et peut-être que vous voudrez compléter aussi, sont en train de les mettre en œuvre, puisque effectivement, fondamentalement dans la messagerie sécurisée, il y a deux types, on va dire, d'échanges. Il y a des échanges entre individus, donc ce que vous faites, ce qu'on fait chacun de nous pour nos échanges professionnels ou personnels, où on s'envoie réciproquement, personne physique à personne physique, des données. Mais évidemment, dans le domaine de la santé, il y a un énorme besoin pour que des outils de production de soins, donc des systèmes d'information hospitaliers, des systèmes d'information de laboratoire dans le domaine de la biologie, puissent envoyer à travers ce dispositif de façon automatique les comptes rendus d'hospitalisation ou les comptes rendus de biologie, mais toujours sous la responsabilité d'un professionnel de santé, du responsable de traitement, qui doit s'assurer du bon fonctionnement et de l'utilisation correcte du point de vue de la confidentialité des données de ce système de messagerie sécurisée. Alors pour compléter, toujours dans le contexte régional, on a été interpellé récemment par le CHU qui souhaite communiquer à l'ensemble des médecins traitants le fait qu'ils ont déménagé le service des urgences.
Ce n'est pas une petite information. Donc du coup, on est en train de faire un travail avec l'URPS médecin pour avoir une réflexion plus large pour non seulement ce type d'information, mais également tout ce qui est alerte sanitaire ou autre, de façon à pouvoir câbler intelligemment en fait, dans le système de messagerie ce type de liste de diffusion pour des situations exceptionnelles. Donc voilà, je pense que ça rejoint un petit peu la réflexion et on est en train de se concerter, de voir comment mettre en place ce système pour ne pas en abuser non plus, parce qu'on pourrait après facilement dériver. Pour la partie MediMail, alors pour les éditeurs, vous pouvez aller voir sur le site, on a fait un espace éditeur pour dire voilà les outils qu'on propose nous pour permettre à des applications de communiquer de manière sécurisée avec l'espace de confiance ou d'autres acteurs. Donc il y a tout ce qu'il faut sur le site. Et donc j'en profite là juste par rapport à la notion d'alerte sanitaire. On travaille avec la Direction générale de la santé, la DGS, pour justement pouvoir utiliser le système d'espace de confiance avec cet annuaire national comme un outil permettant dans le cadre d'alerte sanitaire, et le point est très important, c'est un des gros avantages, une des grosses valeurs ajoutées de cet espace de confiance, d'utiliser la messagerie sécurisée de santé pour pousser des informations d'alerte sanitaire en cas d'urgence particulière, à une catégorie spécifique d'utilisateurs. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est rendu possible par la messagerie sécurisée de santé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais juste deux petites questions pratiques pour faire vite, après on conclura. Je suis un professionnel, un établissement de santé, je veux MediMail. Comment je m'y prends? Qui j'appelle? Quelle est la procédure? Et deuxième petite question, le coût. Est-ce que en fait, je suis un professionnel de santé, je vais installer MediMail, est-ce que ça a un coût? Si je veux avoir la formation dont vous parliez, est-ce que ça a un coût? L'encadrement juridique et le conseil juridique, est-ce que tout cela a un coût? Donc je réponds pour MediMail dans le contexte régional. Donc ce projet est financé donc par l'ARS, Midi-Pyrénées, pour ce qui concerne la partie service, évolution de la solution. Et donc cela inclut donc toute l'activité du GCS dans l'accompagnement projet, tous les conseils, la mise en œuvre, etc. Les seuls aspects qui ne sont pas pris en charge, ce sont les aspects de mise en œuvre technique sur mesure pour lesquels il faut un développement spécifique d'un industriel. Donc ça, c'est hors champ de prise en charge. Les autres aspects qui ne sont également pas pris en charge, ce qui concerne des services qui ont été rajoutés, c'est-à-dire le catalogue MediMail s'est enrichi de services comme le fait de fournir des extractions d'annuaires dans certains établissements pour mettre en place des solutions techniques, on en avait besoin. Donc, tout ce qui travaille à façon, donc ça sort du cadre de prise en charge générale. Mais pour un médecin, pour les libéraux, c'est un service entièrement pris en charge, donc c'est gratuit de leur point de vue. Et pour le médecin qui est en établissement, c'est complètement transparent pour lui. Dès l'instant où son établissement s'est mis dans la démarche, c'est également donc inclus dans cette prise en charge régionale. Donc, si c'est en région Midi-Pyrénées, donc on a une maîtrise d'ouvrage qui est GCS Télésanté Midi-Pyrénées. Si ça concerne une autre région, donc après c'est en contact direct avec le MIPI, donc j'ai laissé les coordonnées ici, où il faut contacter le MIPI, et après on fait du sur-mesure, on regarde quel est votre projet, l'accompagnement, l'abonnement que vous voulez prendre, et après on vous propose une solution par rapport à vos besoins. Donc quand c'est en région, c'est un contact direct avec le MIPI. Écoutez, je vous remercie. Je propose qu'on applaudisse nos intervenants. Un grand merci à vous d'être venu assister à cet atelier messagerie sécurisée. Merci beaucoup.